la piscine, monsieur Chocolat. Vous êtes dans la piscine. Vous êtes dans la piscine, monsieur Chocolat. Vous êtes dans la piscine. 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 Vous avez compris la première fois. Au tournant du XXe siècle, aussi bien qu'aujourd'hui, la personnalité préférée des Français était un artiste noir. On l'appelait Chocolat, et tout comme Omar Sy, il a d'abord conquis son public en le faisant rire, ce qui pose peut-être question. Il faut qu'on fasse tous attention à ça. On n'est pas juste là pour montrer qu'on sait sourire avec toutes nos dents. Voilà. Au départ, j'étais simplement un acteur. Je voulais juste simplement jouer. Et comme je voyais que les portes se fermaient tout le temps, je dis je vais passer par l'humour. Les héros, ils sont quoi? Les héros ne sont pas des négros. Un humoriste de couleur est-il condamné à n'être qu'un noir qui fait rire les blancs? Ou peut-il faire de son art l'outil d'une vraie liberté? Je reste là, mon pote. Tout va bien pour moi aujourd'hui, tout va bien. Le public qui applaudit ses comiques en a-t-il bien fini avec les préjugés? En France, le premier à avoir incarné le lien entre rire et émancipation des Noirs, c'est donc le clown Chocolat. Avant qu'Omar Sy ne joue le rôle de Chocolat au cinéma, tout le monde avait oublié ce clown. Né esclave à Cuba, il devint en France une véritable star à la fin du XIXe siècle, en duo avec le clown blanc Foutit. La seule chose que je connaissais en rapport avec lui, c'est cette fameuse expression « t'es chocolat ». Mais je ne savais pas d'où elle venait. Au Chocolat, le clown qui vient, qui fait rire, est-ce qu'il était payé? On ne sait pas. Ah si, il était payé. Tu vois les clichés. C'était une vedette. Il était très célèbre. Il a eu un moment de sa vie où il a très bien vécu. Sérieux? Mais oui. Il vient d'une communauté d'esclaves, donc placé tout en bas dans la hiérarchie des nations. Et il se retrouve applaudi par l'aristocratie française, au moment où Paris est encore considéré comme la capitale mondiale de la culture. On ne peut pas imaginer de contraste ou de chemin dans l'espace social, on pourrait dire, et même géographique, plus grand. Difficile d'imaginer que cet homme, Raphaël Padilla de son vrai nom, ait pu être une vedette en s'appelant Chocolat. Je sais que ce nom est vraiment un gars. Ah, c'est le nom d'une... C'est un clown, un vrai homme. Ah ouais, carrément. Ce que je trouve formidable dans son histoire, c'est qu'il s'empare du stigmate, il accepte ce nom, ce surnom péjoratif de Chocolat, et il en fait un beau nom de clown. Ça n'a pas été l'artiste le plus admiré de Paris à cette époque, mais il a sans doute été le plus aimé. L'histoire de Chocolat raconte donc rien moins qu'un combat pour l'émancipation grâce au rire. Pour moi, c'était un enfant, tout simplement un enfant qui a besoin de légèreté parce que beaucoup de bagages très lourds. Être fils d'esclave, c'est qu'on appartient à quelqu'un. Je ne sais pas comment on fait pour grandir et pour pouvoir se donner de la légèreté dans la vie. Lui, il y est arrivé. Il a réussi à le faire. En 1896, Toulouse-Lautrec l'immortalise en roi de la nuit, mais avec des traits simiesques qui témoignent d'une certaine ambivalence. L'histoire de Chocolat au début du XXe siècle, c'est l'histoire d'une France coloniale. Le nègre, il est vu comme un inférieur, donc il est rigolo. C'est une place qu'on a laissée aussi aux Noirs, le rire, la bouffonnerie. Donc il y a cette espèce de préjugé, mais il suffit de regarder attentivement les petits films des Frères Lumière pour voir qu'il n'est pas du tout dans une position de victime. Il prend des coups, mais il en donne aussi. C'est la règle d'or des clowns, hein, l'échange de gifles. Le vrai pionnier du duo, c'est Chocolat. Et c'est extrêmement important parce qu'il crée une relation avec deux personnages qui chacun contribuent. Et le rire, du coup, change de sens. On est juste des descendants de ça avec Fred. Donc, en fait, c'est juste pour moi le rythme qui est différent. Au fil de sa carrière, Chocolat a donc révolutionné l'humour, mais aussi la société. Visiteur des enfants malades, il fut un des inventeurs de la thérapie par le rire. Et par un beau hasard, Omar Sy s'était mis dans son sillage avant même de découvrir son histoire. Effectivement, ma femme s'occupe d'une association depuis 10 ans où je visite les enfants malades très régulièrement pour tout simplement aller les divertir. Et de voir ça dans le scénario, c'était un truc qui m'a vraiment donné des frissons. Même les publicités auxquelles Chocolat prête son image racontent ce parcours hors du commun. Les premières sont racistes, la série des Félix Potin. C'est le stéréotype du pauvre nègre souffre-douleur de Foutit, battu mais content.
La pire, c'est le savon La Ève. Hein. Là, on voit Foutit en train de laver pour blanchir Chocolat. Ça, c'est le comble du racisme. Et 10 ans après, Chocolat a reçu sa médaille pour le rôle qu'il a joué auprès des enfants malades. Et cette médaille lui donne un statut. Du coup, la publicité s'en empare et le Bon Marché fait toute une série où là, il est valorisé. Je pense qu'il y avait une forme de culpabilité aussi d'être à cette place-là. Et ça, je peux le comprendre à une échelle différente, à une autre époque, mais je vis un peu ça. Ce sentiment de ne pas être vraiment à sa place, de se demander si on le mérite vraiment, et puis comparer aussi, si on peut dire, à ses semblables. On se demande pourquoi nous et pourquoi c'est aussi difficile pour les autres. Pour lui, ça devait être encore, à une échelle, l'écart devait être encore plus gros. Rassure-toi, j'oublie pas. Aucune chance que j'oublie ça. Je reste un nègre, même avec des papiers. Un nègre à qui tu bottes le cul tous les soirs. Omar Sy incarne merveilleusement cette espèce de doute. C'est-à-dire, il se demande constamment, est-ce que je l'ai fait rire parce que je suis nègre ou parce que j'ai du talent? Peu importe où il se retrouve, ce qu'il voulait, c'est être considéré comme un homme. Chocolat meurt dans l'oubli en 1917. On est en pleine guerre mondiale, mais malgré ce contexte tragique, la France ne se défait pas du cliché selon lequel un noir est forcément drôle. Dès l'automne 1914, les tirailleurs africains affluent en France, auréolés d'ailleurs d'une image positive, celle de soldats très valeureux. La marque Banania va jouer tout au long de la guerre et bien au-delà sur cette image. Ce sont des grands rigolos. Ils sourient pour un oui ou pour un non. Le moi, toi, allez là-bas, y a bon, Banania, par exemple, pour faire référence à la publicité. C'est un français simplifié, mis au point par des linguistes français, parce qu'on estime que les Africains ne sont pas capables d'apprendre une langue aussi sophistiquée, aussi raffinée que la langue française. Le cliché Banania a traversé le XXe siècle, mais ce sourire ambigu a été perturbé par quelques éclats de rire souverains, comme ceux de Joséphine Baker. Elle débarque à Paris, tout début octobre 1925. La revue Nègre à laquelle elle participe attire tous les Parisiens, la presse s'en fait l'écho de façon absolument incroyable. Elle devient une immense star. C'est une noire américaine, mais elle joue à l'africaine ou à l'antillaise. La dimension à la fois comique et érotique plaît parce qu'elle conforte les imaginaires coloniaux. Elle montre ses seins. Il y a quelque chose là qui donne aussi au spectacle une dimension érotique, voyeuriste, qui attire beaucoup. Ce sont aussi des spectacles qu'elle subvertit à sa manière parce qu'elle en propose une interprétation burlesque, comme si au fond elle n'était pas dupe de ce qu'elle présentait. Elle lutte contre le racisme et elle milite. Donc c'est une femme qui a une conscience aiguë de ces questions noires, de la question d'être une femme noire, qui plus est. L'indice le plus évident de cette distance qu'elle prend par rapport à ses personnages, c'est justement ce sourire, ce rire parfois éclatant. Elle sourit d'elle-même, elle semble parfois même se moquer des spectateurs qui la dévisagent avec des yeux exorbités. Mais peut-on combattre le sourire Banania en riant avec une jupe de banane? Non, tout est lié. Moi, j'aime pas la banane de toute façon. Elle apportait autre chose. Elle avait une super belle voix, elle avait un charisme. Mais je pense qu'aussi, c'était peut-être une histoire de marketing aussi. Ça faisait rire certains, donc il fallait bien vendre ça. Il se pourrait que Joséphine Baker ait voulu finalement surpasser ce racisme par son attitude pleine de panache, il est vrai. Malheureusement, je ne suis pas certain que dans la société, cela suffise. Quand je vois des potes à la télé qui sont reçus dans des émissions, quand il y a un noir, et ben souvent il doit faire beaucoup de trucs avec ses fesses. Et c'est inconscient, je pense que vraiment ils se disent « Toi, je sens que tu sais danser. » Et j'avoue, mais franchement, je vais faire aussi d'autres choses. Tout ce qui est sexuel, ça marche. Il n'y a rien de manipulé là-dedans, ou rien de « dis donc, il y a un noir qui vient, il faut absolument le faire danser ». Non, je pense que c'est encore pire que ça, c'est tellement ancré que ça en devient très dangereux. Cette chanson s'intitule « Sexual Healing ». Traduction, le sexe est un remède. On a tout de même fait des progrès depuis Joséphine Baker. Aujourd'hui, les hommes aussi sont la cible de clichés sexuels. Et bien sûr, ils s'en moquent souverainement. Et bien qu'étant métisse, je fais quand même l'amour comme un noir. L'homme noir a une pression sexuelle différente des autres.
On a une pression, on a une pression ou pas? On a une pression. Mais c'est la vérité. On souffre parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit génial, énorme, fantastique. Alors que des fois non, c'est normal dans la moyenne. Enfin, je parle pas pour moi, je parle pour les autres, je compatis. Les préjugés traversent donc les siècles, mais il y a tout de même des ruptures. La Deuxième Guerre mondiale a fait vaciller la France coloniale et certains rires se font plus hésitants. L'enjeu du moment après 1945, c'est la décolonisation. Pourquoi? Parce que les Africains, d'ailleurs y compris les Arabes, estiment avoir payé le prix du sang pour sauver la France, et finalement ils sont bien mal payés de leur service. Et ils disent « Nous avions voulu croire, tant bien que mal, à la propagande coloniale, nous avons bien compris maintenant que c'est un leurre, aujourd'hui, l'heure est à l'indépendance ». Donc c'est sur cela qu'il faut travailler, et on ne peut plus s'amuser. On continue à rire, mais autrement. L'après-guerre, c'est aussi un triomphe du jazz, avec de grands jazzmen américains qui s'installent à Paris ou qui s'y produisent très très souvent. Miles Davis, par exemple, à Saint-Germain-des-Prés. Miles Davis détestait Louis Armstrong, parce que Louis Armstrong, il rigolait tout le temps. C'était le noir qui faisait comme ça, oh, life beautiful. Il était contre le rire, ce rire de nègre du bon noir, vous voyez. Plus question de faire le clown pour séduire les Blancs. À la télévision, le duo Foutit et Chocolat n'est désormais qu'un souvenir. Raymond DeVos, lui, sera Foutit. Qui est Foutit? Mais Foutit, c'est un clown qui existait, qui est né il y a 100 ans. Si j'ai choisi Foutit, c'est un peu parce que mon père me disait c'est le roi des clowns. Et oui, ma mère me disait cela aussi. Elle évoque le grand souvenir de Foutit et Chocolat. Oui. Car Foutit faisait couple avec un noir. Oui, un noir qui s'appelait Chocolat, oui. Et sauf qu'il s'est jamais C'est un exemple merveilleux, on devrait revoir ça. On devrait revoir ça, mais justement, on ne le voit pas. En France, dans les années 60, on ne rit plus trop des Noirs, et d'ailleurs, c'est le blackout à une exception près. Moi, un de mes premiers héros noirs, quand on est en France et qu'on cherche des modèles, ben, c'était Henri Salvador. Ha 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 ha. Salvador, ben, c'était un des premiers noirs à nous faire rigoler, tout ça. Tu parles d'un travail, déjà. Moi, il m'a beaucoup inspiré. Si ce type-là a existé, je m'étais dit, ben, moi aussi, je peux faire la même chose. Parce qu'on avait quasiment la même coloration de peau, donc je pouvais m'identifier à lui. Je ne pouvais pas m'identifier à un Africain ou quelqu'un de plus foncé que moi. Vous voyez, là, on est vraiment dans la coloration, mais c'était important à l'époque. Parce que la télévision était en couleur, mais elle est devenue en couleur très très tard. C'était le premier noir à la télé. C'est ça. Parce que quand vous êtes petit, vous êtes là, vous regardez la télé, vous cherchez des héros, des gens qui vous ressemblent. Mais au début, il a fait plein de chansons antillaises. Il y a d'aussi beau près de chez nous. Il y a d'aussi beau dans le village à Madoudou. Parce que c'est une manière d'exister, parce qu'elle est dans le sens du vent, dans le sens du public. Alors Henri, maintenant on va parler sérieusement. J'aimerais d'abord qu'on parle du disque. Oui, eh bien, c'est très simple. Tout ce qu'on vous entendez dans le disque, je l'ai fait moi-même. C'est un magnétophone qui a 8 pistes, un autre qui a 4 pistes, ça fait 12 pistes, et je superpose comme ça les instruments petit à petit. Je finis par avoir un orchestre gigantesque, je fais les voix, le violon, enfin tout, et je finis par avoir enfin le résultat qu'a tout le monde, mais je suis tout seul et c'est ça que je trouve amusant. Enfin, Même pour parler de son art, le chanteur fait le clown, et pourtant la France l'a bel et bien pris au sérieux. Je suis avec Glaser. L'humour suit un peu l'histoire, de toute façon, hein. L'histoire sociale, géopolitique. Après les indépendances, on se dit pour certains, ouf, on en a fini au moins avec les gens des colonies, tout va bien, ça a été réglé tant bien que mal, mais enfin, la question est finie. Or, pas du tout, puisqu'il y a évidemment les premières grandes vagues d'immigration qui sont du fait de la France, puisqu'on a besoin de main-d'œuvre. Et du coup, cette nouvelle main-d'œuvre qui arrive, faite de Maghrébins et d'Africains en général, perturbe la nouvelle société, qui voit là, finalement, de nouveaux cauchemars, en quelque sorte, réapparaître. Dans les années 70, on était encore dans les scories d'une résonance ségrégationniste sur fond d'idéologie postcoloniale. Toi, il n'y en a pas à comprendre. Moi, il a expliqué, toi. Alors, situation. Hey, Manu! Hey, Manu! Hey! Tu descends? Ouais, viens, on va se marrer, viens, on va se marrer. J'en ai trouvé un, viens, 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 viens. Hey, toi là-bas, le basané, il y a Bon Banania. Oui, à l'époque, il n'y avait pas encore le Kinder Bueno. C'est pas d'ailleurs un humour nouveau, hein, c'est l'humour colonial, c'est l'humour de Tintin au Congo, et qui se poursuit allègrement, mais qui est réactivé par l'immigration. Cet humour raciste est combattu par un humour antiraciste, qui parfois d'ailleurs reprend plus ou moins les mêmes codes. Donnez-moi un verre de vin rouge.
Monsieur, je ne saurais pas servir un verre de vin rouge à quelqu'un qui est noir. Ce que les humoristes blancs, et je pense particulièrement à Coluche, à Pierre Desproges, à Fernand Reynaud par exemple, qui est un peu plus ancien, vont véritablement mettre en scène, c'est des figures plutôt de franchouillards. Ah ben vous, question d'être noir, vous vous placez là. Ah, il est noir comme de l'ébène. Dites, vous pouvez partir en courant. Le barman, il vous servira pas, il est raciste. Mais c'est pas possible, cette histoire, hein. Toi, y'en a d'où, mes amis? Toi, y'en a Congo? Ou toi, y'en a la Mésopotamie? Ce qui est au cœur de cette démonstration, c'est surtout démonter la logique raciste qu'il y a derrière et celle de ce racisme blanc, populaire. Ah, mon gars de gars? Ah, mon gars. Moi, je suis de Genève. Et quoi faire, y'en a, toi, à Genève, dis mon ami? Moi, monsieur, je suis professeur de français à l'université de Genève. Toi, y'en a pas bête, alors? C'est un sketch intéressant, puisque la fin du sketch, justement, ridiculise les personnages du café par un homme qui subvertit les assignations racialisées en indiquant qu'il est professeur de français. Ceci dit, dans les années 70, quand la Cage aux Folles fait connaître l'acteur noir Benny Luke, c'est dans le rôle du serviteur, évidemment. Je ne peux pas mettre de chaussures. Je n'ai jamais mis de chaussures. Ça me fait tomber. Qu'est-ce que c'est que cette voix? La première scène qu'on m'a donnée, je me rendais pas compte à l'école, c'était le rôle d'un bouffon qui... C'est un truc de Musset. Et c'était comme ces grands seigneurs sont longs à s'habiller, le monde est si lambin que ça m'en fait bâiller. C'était un mec qui attendait son maître derrière une porte. Mais moi à l'époque, j'en avais rien à foutre. Parce que moi soit vous mettez tout le temps à réfléchir à ça, ouais, soit vous dites à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et justement dans les cafés-théâtres, on fait place lentement mais sûrement à des personnages qui ne sont pas blancs. Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça ne sera pas facile. Et il a ajouté, il y en a qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ça sera très dur. Faut pas tout nous foutre sur le dos non plus, hein. Le début des années 80, c'est encore le moment où la société française apparaît comme centralement blanche, avec des remises en cause encore très timides. C'est dans ce contexte que Michel Leb s'amuse régulièrement à faire ce qu'il appelle l'Africain. Ah mais oui. Je suis le fils de Bokassa présentement là. Et tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père là. C'est un sketch profondément dégoûtant. Il renvoie à tous les stéréotypes du noir, à cette imagerie aussi coloniale où le noir peut être associé à un singe sans trop de difficultés. L'autre jour, je me promenais dans la rue avec mon père. Lorsque soudain, sous nos yeux exorbités et écarquillés, apparut une blonde pulpeuse là, dis donc. Je dis à mon père, alors, on la bouffe tout de suite? Ce sketch, je pense, a traumatisé des générations de Noirs. Moi, je n'ai pas aimé Michel Leb quand j'étais jeune à l'école. Le lundi, sincèrement, des gens me rabâchaient ça. Et ouais, Adidon, Bouana, machin, des mots, tes narines, machin. La manière de parler, ça m'a blessé. Je le connais, ce sketch, où il vous caricature l'accent africain de manière... Fais-le, l'accent africain, mais fais-le bien. On n'est pas des teubés. Quand on ne parle pas comme ça. Tu vois? Dans les années 70-80, les personnes noires qui dénonçaient cela ne pouvaient que ronger leurs freins en silence et n'étaient pas entendues. En 1984, la cause noire gagne un nouvel écho avec la création d'une célèbre association antiraciste. Le mouvement SOS Racisme annonce la création d'un festival musical et d'états généraux des jeunes contre le racisme. Dans cette France où l'on apprend à dire « touche pas à mon pote », un certain Éric Blanc est propulsé sur le devant de la scène dès 1986. Il a 22 ans, arrive tout droit du Bénin et bouleverse certaines habitudes humoristiques. J'étais le seul noir, oui. Ouais. Et c'est ça qui a
Ben, je pense que c'est ça qui a marché, oui. C'est l'effet de surprise. En fait, un noir qui imite les blancs. Et un comique noir qui s'appelle Blanc, ça change du clown chocolat. Bon, déjà, mon nom, Éric Blanc, les gens ne me connaissaient pas. Quand ils me voyaient arriver, ils étaient déjà morts de rire. Donc ça faisait la moitié du travail de fait. Éric Blanc, dans les années 80, c'est aussi l'anti-africain de Michel Leb. Je conteste son imitation, bien sûr, de l'Africain, parce que c'est une caricature très grossière et ça ne nous a pas fait que du bien. Qu'attaquer un faible, bon bah, ça n'a pas d'intérêt. Putain, Il y a eu, alors c'était pas un blanc, mais c'est Yannick Noah que j'ai fait à l'époque. putain, c'est vrai, en France, tu peux pas te démarquer, tu peux pas prendre un risque, j'ai trop de problèmes physiques, je veux dire, bon, je veux dire... Il y avait Giscard d'Estaing aussi, j'aimais beaucoup caricaturer parce que, surtout quand il allait en Afrique, il avait souvent des rapports assez rigolos avec les Africains et l'Afrique. Et j'essayais de m'attaquer toujours aux gens en place, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est plus drôle. Je l'ai payé de prix fort. Je l'ai payé de prix fort. J'avais caricaturé une personnalité du petit écran. Le film que j'ai vu aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un film extraordinaire. De beauté, de joie, d'humour. En fait, c'est un film qu'on ne peut pas ne pas regarder. Ça ne lui avait pas plu et la personne m'a attaqué en justice. Et j'ai perdu mon procès. Et le plus embêtant dans l'histoire, c'est que cette personnalité a attaqué la chaîne sur laquelle j'avais fait le sketch. Il raconte l'histoire de l'impuissance d'un phoque. Donc du coup, moi, ça m'a grillé. Ils avaient un choix entre cette personnalité et puis moi qui démarrais. Ils ont fait leur choix. Il n'est donc pas aussi facile pour un noir de faire le blanc que pour un Michel Leb de faire l'Africain. Est-ce à dire que quand on n'est pas blanc, il faut miser d'abord sur l'autodérision ou sur l'exotisme? On a posé la question à Pascal Légitimus. Ah bon? Vous habitez la Martinique? Ça a marché tout bonnement, café faute à Paris, hein, c'est bon. Il est évident qu'aujourd'hui, c'est par le rire que nous, acteurs colorés, pouvons réussir. C'est vrai que l'humour noir est un peu nouveau dans la mesure où il y a beaucoup eu d'artistes noirs à l'époque, mais surtout aux États-Unis, mais en France très peu. Le dernier en date, c'est Henri Salvador, entre autres, et celui qui vient des États-Unis, c'est Eddie Murphy. Donc c'est vrai que les gens aiment bien voir un humour un peu exotique, coloré, parce que c'est un humour nouveau. Bon appétit, mes amis. Robbins, Marignan. 1515. Oncle Vince, la prise de la Bastille. 1789. Oncle Vince, l'âge de ma sœur. 22 ans. Oncle Vince, celui qu'on ne call jamais. Bon, au début, j'ai fait ça pour exister, parce que je savais que c'était la petite corde sensible par laquelle je pouvais me faire aimer. Donc l'humour noir, l'humour avec l'accent. Parce que je sais que voilà, le côté typique créole, ça collait à mon image. Il surjoue les caricatures, donc il n'est pas dans un déplacement ou dans une politisation évidente de son propos. On a appris pour votre mari, hein? Condoléances. Vous venez pour la pension veuvage. Oui, je comprends bien, d'accord, mais vous avez rempli les feuillets A2, A3 nécessaires à l'obtention des diverses prestations auxquelles vous avez droit, calculées sur le taux du ticket modérateur. Mon propos sur scène, c'est surtout de montrer, dans mes personnages colorés, entre autres, sinon je joue des tas de choses, de montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai qu'il y a des noirs qui sont négatifs. C'est l'effet miroir que je mettais en fait en jeu, c'est de montrer, avec amour bien sûr, parce que j'aime mes personnages, ce qu'il ne faut pas faire. Il laisse entendre au fond qu'il ne fait que décrire une réalité qui existe. Donc qu'est-ce que ça veut dire de réinstaller des figures caricaturales qui renvoient à des stéréotypes ethno-raciaux très prononcés devant un public blanc? Parce qu'il vous faut, c'est un spéléologue, hein? Non, gynécologue. Mais c'est pareil, ils ont la petite langue. Si Pascal n'avait fait que des sketchs où il faisait « mais vraiment, j'ai assis en retard », quoi. Bon, là, ça aurait été chaud. Mais il a fait un panel de personnages différents et pour moi, ça fait partie des gens qu'on peut voir dans la vie, en fait. Quand je parodie mes congénères antillais ou africains, c'est une manière de les faire exister. Or, faire exister les Noirs dans des blagues, c'est aussi les faire exister sur scène et à la télévision, et c'est un vrai pas en avant. Je pense qu'à cette époque-là, il aurait peut-être été compliqué pour un humoriste noir de faire carrière seul et d'être reconnu comme tel. Je me suis vite rendu compte que être acteur tout seul, c'était compliqué, effectivement, parce que quand je passais des castings, c'était trop noir, trop clair, trop frisé, trop foncé, pas assez. Je dis, hey, oh, je peux jouer le rôle de l'avocat? Bah non, mais pourquoi? Bah parce que, mais pourquoi?
À la fin des années 80, un autre humoriste noir émerge. Tout comme Pascal Légitimus, il n'est pas seul. Et tout comme Chocolat, c'est son duo avec un blanc qui fait sa force. Élie le Juif, Dieudo le Noir. Et il joue là-dessus. Dans la résidence, vous êtes un peu trop nombreux. Alors je sais pas s'il y avait un champ de coton ou quoi dans le quartier, je sais pas, je veux pas le savoir. Parce que déjà qu'on a le bruit et les odeurs, enfin je me comprends. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, répète, qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, répète, qu'est-ce que t'as dit? Il y a là un dispositif qui permet de comprendre d'abord la symétrie de ces histoires, des crimes contre l'humanité, et de montrer qu'il est aussi bête, finalement, pour un noir d'être antisémite que pour un juif d'être anti-noir. Ça te fait rire, quoi? T'es de mèche ou quoi? Il n'y a pas de doute sur le caractère ridicule des stéréotypes et sur la manière dont ils les considèrent. Alors maintenant, Cohen, tu rentres chez toi, tu files, hein. Et t'en faire bouffer de la terre promise, moi, tu vas voir. Il suffit de très peu de choses pour que ça marche. Très peu de choses pour que ça déraille. Alors de fait, on voit qu'avec Dieudonné aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a plus ce regard extérieur, il y a quelque chose de très problématique. Alors lui le pousse à l'extrême dans un antisémitisme assez flagrant. Et c'est dommage, parce que quand même, leur couple avec Élie, merde, putain, c'était un putain de beau modèle, quoi, et voilà. À partir des années 90, la scène culturelle change parce que la société mûrit. On commence à parler de façon très prudente des questions de diversité. On n'est plus simplement sur la question de l'immigration, mais on est sur des générations qui sont françaises à part entière, dans le sens où elles n'ont pas eu à demander leur nationalité. On a vu apparaître des gens qu'on ne voyait pas ou qu'on n'aurait pas pu voir autrefois. Les années 90, c'est le moment où on voit apparaître les sous-cultures rap, où on voit aussi apparaître ces humoristes qui vont se donner à voir notamment dans l'endroit où les stéréotypes sont les plus forts, c'est-à-dire sous l'étiquette de banlieue. Mesdames et messieurs, bonjour. Si on est là aujourd'hui à ce jour historique, c'est pour enlever tous les misères, les bordels qu'il y a à Trappes, parce que la justice, c'est important pour tout le monde. Toi, moi... Ces jeunes qui incarnent une certaine banlieue, la banlieue qui pourrait renvoyer dans l'imaginaire social de l'époque à ce qu'il y a de plus cauchemardesque, finalement, ils arrivent, ils font de l'humour, ils sont plutôt sympathiques, et en plus, ils vont rire d'eux-mêmes et des stéréotypes. Mesdames et mesdames, vous aimez bien quand il fait beau? Quand il y a du soleil? Oui. Eh ben, je vous jure, si vous votez Jamel Debbouze, il fera beau tous les jours. Même la nuit, il fera beau. Voilà. Et puis, si tu veux pas dormir, tu dors pas. Omar Sy a un rôle assez important en tant que personne noire dans ces sketchs-là. Hein. Ça m'arrive pas la peine là, non. C'est des sketchs qui me semblent très politiques parce qu'ils prennent le contre-pied aussi de toute une série d'éléments de bienséance. Ils détournent des figures d'autorité, ils détournent le langage aussi. Ça, c'est très important. Au tournant des années 2000, la scène de l'humour devient donc bel et bien, enfin, multicolore. Ce soir, le chef de file de ces nouveaux humoristes s'appelle Maman, il triomphe dans un One Maman Show. Hein, ça va les Africains? Maintenant, je commence tous mes sketchs avec la valse musette. Depuis que Sarkozy a dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Hein. Maman a un talent particulier pour les mots, un peu comme De Vos, si on veut. À propos d'argent, pourquoi c'est toujours les riches qui dépensent et les pauvres qui y pensent? Il y a toute une génération, c'est ça qui est intéressant aussi, qui a été promue par des écuries de personnes issues de la diversité. On pense au Jamel Comedy Club, je pense aussi à Joe Dunoyer. Dans les années 2000, il n'y en a pas tant que ça d'humoristes noirs en France. Il fallait faire ses preuves. J'ai une amie qui est arrivée fraîchement d'Afrique, un jeune Français l'a emmené dîner et à la fin du repas, quand l'addition arrive, il lui dit on partage. Petit à petit, le bouche à oreille commence à se faire entendre. Donc après, indirectement, pour les propriétaires de salles, ça représente aussi un business. T'as dit quoi, hein? On va bien quoi? Pareil, écoute-moi bien, hein? Quand tu m'emmènes au restaurant, tu me dragues, tu vois que je paye ma part. Mais toi là, tu verras jamais la couleur de mon string, hein? Il faut dire que le contexte politique et médiatique est soudain plus favorable. Nous ne construirons rien de durable sans combattre ce poison pour la société que sont les discriminations. C'est un discours qui suit immédiatement la séquence des émeutes
des soulèvements dans les banlieues françaises qui ont beaucoup d'importance entre septembre, octobre et surtout novembre-décembre 2005. C'est la première fois qu'un président de la République prononce le mot et reconnaît l'existence de discrimination en France. Donc un progrès incontestable. Regardez Harry Roselmack sur TF1. Je pense que les vieux dans la France profonde, ils étaient pas au courant. J'imagine un vieux qui est au courant de rien, qui s'attend à voir Patrick Poivre d'Arvor à 20h, il allume sa télé. Le nom de Dieu! Un vigile en 20h? Ici, nous, on a 20 ans de retard par rapport aux États-Unis. Je ne dis pas que tout ce qui se fait aux États-Unis est bien, hein. Mais il y a des choses très très bien aux États-Unis, et notamment les Noirs des États-Unis se sont battus pour quelque chose, ils se sont battus pour leur liberté, ils ont eu des personnages emblématiques qui les ont défendus, donc ça a donné, quand tu regardes, on parle d'humour aujourd'hui, tu prends la liste des comédiens, humoristes qui font du stand-up et aujourd'hui qui sont des réalisateurs, des producteurs aux États-Unis, la liste elle est à l'infini. Et aujourd'hui en France, on voit encore, on a 20 ans de retard. Alors ce soir, je vais vous parler de stand-up. Qu'est-ce que c'est le stand-up? Stand-up, it's American. Ça nous vient des États-Unis. Ce soir, on est tous des Américains, tous. You are American. C'est you are American. En 2006, sur Canal+, le Jamel Comedy Club inscrit définitivement l'humour sous le signe du melting pot. Est-ce que vous savez pourquoi en Afrique on se moque beaucoup des Rwandais et des Congolais? Parce que ce sont les seuls qui ont été assez cons pour se laisser coloniser par les Belges. Hein. L'humoriste noir, comme beaucoup d'humoristes femmes, ont acquis une certaine autonomie à travers ces pépinières et peuvent faire rire aujourd'hui autrement qu'on voulait autrefois qu'ils fassent rire. C'est une des règles de base du stand-up, en tout cas pas l'humour en général, je sais pas, mais au stand-up, puisqu'on est seul sur scène et qu'on représente nous-mêmes, du coup, on nous dit souvent commencez par un truc qui ne vous appartient qu'à vous. Et en général, c'est physique. Et en général, le physique, c'est la couleur. Et la couleur, c'est une origine. Et l'origine, c'est une histoire. Et c'est donc des choses assez riches, finalement. Le fait que tous ces gens soient ensemble dans le public, soient parfois ensemble sur scène, c'est une sorte de condition pour pouvoir activer aussi, pour les dénoncer, toute une série de stéréotypes. Les Kairagais, moi, je les reconnais. Les Kairagais, Rebeu, Renoir, il y en a plein. Mais un peu plus chez le Rebeu, je dois dire. Un peu plus. Il y a en fait des sortes de garde-fous, chacun est le garde-fou de l'autre. C'est simple, c'est simple. Demande à un Renoir qui est sa star préférée. Il va dire Mariah Carey, Beyoncé, que des bombes. Tu poses la même question à un Rebeu, Zizou, Barry White, Ben Laden. Et le fait qu'on voit plus de gens noirs, arabes ou chinois venir sur scène, ça veut dire que ça représente aussi la France. Donc ça permet de normaliser un peu. Au fur et à mesure, on verra plus, je pense, la couleur des gens. On verra juste ce qu'ils ont à raconter. Donc ça sert à ça l'humour. Service après-vente, bonjour. Décidément pionnier d'une vraie télé en couleur, Canal+ programme Omar Sy tous les soirs avec son acolyte Fred Testo dans le SAV dès 2006. Do you playing a tennis? Do you think you will gagner avec your racket? Le service après-vente, je trouve que c'est quelque chose qui ne mettait pas spécialement en valeur ce grand comédien et puis qui jouait sur des stéréotypes, notamment celui du grand noir rigolo et qui éclate de rire en permanence pour un oui ou pour un non. Mais non. D'accord. On est ici aussi sur un dispositif qui se répète véritablement tous les jours. C'est peut-être sur la durée qu'il faut donner sens à ces figures-là. C'est moi, super connard! Et il va y avoir un jeu qui va être de démonter des formes de rhétorique blanche et en même temps renvoyer le blanc à une identité en le caricaturant. Johnny au Stade de France. On va montrer le noir comme étant une identité mais aussi enfermé dans des stéréotypes. Bonjour monsieur, c'est quand le RSA qui remplace le RMI? C'est lundi. Ah, j'ai hâte! J'ai hâte parce que j'ai honte de dire que je touche le RMI, mais le RSA, ça fait trop classe. Bah oui. C'est trop bien. En fait, ils sont sur un jeu assez subtil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font passer sous couvert d'un divertissement le plus total. L'air de rien et avec le sourire, nos comiques deviennent de vrais acteurs politiques. Vous avez bien préparé votre texte? J'ai surtout bien préparé mon passeport. Alors, on rigole, on est là pour rigoler ce soir. C'est la détente. D'ailleurs, pour montrer patte blanche, monsieur Sarkozy, pour que tout se fasse bien, je mets ma carte d'identité là, sur la table. Dans les émissions de talk-show, des humoristes comme Thomas Njijol vont faire des sketchs quasiment quotidiens dans lesquels ils abordent des questions très politiques, parfois avec des logiques de confrontation très directes aux invités. En plus, à un moment charnière, puisque c'est le moment de l'élection présidentielle de 2007. Et si je peux me permettre, vous n'êtes pas totalement intégré. Vous n'êtes pas totalement intégré, c'est vrai. Vous ne buvez pas d'alcool? Pas une goutte.
Vous êtes musulman? Je m'y suis mis. Je m'y suis mis au sincère autre chose. C'est vrai que c'est la première fois qu'on entend des comédiens et des comédiennes noirs qui viennent apporter une parole en public de manière régulière. Mais attention, les humoristes qu'on invite à la télé pour parler politique font parfois des étincelles, comme ici au Grand Journal, le lendemain de la présidentielle ivoirienne de 2010. On joue avec la vie des peuples. Comme ici, les politiciens jouent avec la vie des Français. Alors là, rien ne va plus dès lors que des Noirs développent des idées politiques, des analyses critiques sur la société. Guerre civile entre qui et qui? Entre des opposants les partisans de M. Gbagbo et les partisans de M. Ouattara, on l'imagine. Et vous avez raison. Rien que M. Ouattara et M. Gbagbo représentent la Côte d'Ivoire. Non, peut-être pas. Non, non. Alors? Non, mais attendez. Parce que je vous pose des questions. Vous avez un peu envoyé paître Jean-Michel Apathy, non? C'est qui Jean-Michel Apathy? Du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Donc, il y a deux présidents. En France, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes de retraite. Est-ce qu'on a dit qu'il y a une guerre civile? Non. Alors, mais on n'emploie pas les gros mots sur des gros trucs. Je lui ai dit de se calmer, de ne pas parler de mon pays, il ne connaît pas mon pays. Patson, c'est vraiment celui qui désigne une forme de blanchité hégémonique très très forte. Ce monsieur, je lui ai dit la vérité, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je ne le connais pas. C'est peut-être un monsieur agréable. Il est très clair que les personnalités qui sont allées dans les émissions grand public sont les personnalités du Jamel Comedy Club qui étaient, on pourrait dire, le moins marquées, un peu passe-partout, des jeunes hommes plutôt trentenaires, sans accent. Je suis le plus beau, le plus fort. Celui qui ne me croit pas, qui m'invite à la télé, vous allez voir mes salles, je les remplis. Sans télé, j'ai rempli. On l'en traite les pauvres de 100 dents. Il a raison. Mais oui, ma grand est pauvre. Elle n'a pas de dents, c'est la vérité. Ça sert à quoi d'avoir les dents? Tu manges même pas. Quel gâchis. On rigole peut-être pour ne pas pleurer. Moi, j'aime bien cette formule. Mais ça, c'est pas valable que pour les Noirs, c'est pour beaucoup de gens aussi. Mais oui, j'ai l'impression que c'est un peu une de nos spécificités. Vous avez envie de rire? Oui. Très bien, Dieu, vous allez pleurer. De toute façon, le rire est un bon moyen de dire des choses graves, de faire passer la pilule, je veux dire, évidemment. Ce qu'on appelle le bouffon du roi, c'est un type qui dit que des vérités. Le bouffon du roi, la cour, de n'importe quelle cour d'Europe ou de France et de Navarre, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Je pense que vraiment le moment où la réalisation, il va commencer à avoir quelques réalisateurs noirs quand on pourra en citer plus de 2, même je sais pas, un, tu peux. Lucien Jean-Baptiste. Voilà. En 2009, la première étoile séduit 1,5 million de spectateurs. Lucien Jean-Baptiste fait place à la couleur au ski et au cinéma, toujours en passant par le rire. Gabriel! René ne m'avait pas dit que vous étiez 5. Que vous soyez noir ou blanc, dans le cinéma, dans l'industrie, on donnera toujours plus d'intérêt ou d'attention à une comédie plutôt qu'à un film dramatique. Donc le rire est une clé aussi dans l'industrie du cinéma. Toi au ski, non mais tu sais ce que ça coûte. Comment je serais, t'es malin. Ah bah ça, le ski, c'est pas pour les bronzés, hein. T'as compris? Au départ, on voit des Noirs qui vont au ski, haha. Puis après, on voit un homme qui veut simplement apporter du bonheur à ses enfants. C'est tout. Et c'est, je crois, que ce qui a fait le succès du film. C'est que les gens ont pu s'identifier. Et maman, la montagne, là, c'est blanc de blanc? Eh bien, ça va me changer. Votre critère, c'est noir de noir. Aux États-Unis, vous avez 39 millions de Noirs. Donc, vous avez un marché. En France, on est combien? On ne sait pas. On doit être, 4-5 millions de Noirs. Et qu'est-ce que ça veut dire, noir, en France? Ça veut rien dire, puisqu'il y a des Antillais, des gens originaires du Mali, des gens originaires du Cameroun, etc. C'est vous, les Antillais, là, vous êtes des sans-histoire. Vous êtes blancs dedans. Ah, ça, c'est tout camouflage, hein, sans racines. L'entité noire français, pour moi, elle n'est pas encore bien définie. Ou je sais que je ne peux pas me dire, tiens, je vais faire un film pour les Noirs, ils vont venir, et ça n'existe pas. Il est habillé comment? Chapka noir, doudou noir. Eh ben, c'est pas gagné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, madame, qu'un homme noir en noir la nuit, c'est plus difficile à retrouver qu'un homme blanc en blanc le jour. Sauf si votre blanc est dans la neige, monsieur. Quand vous regardez les premiers duos aux États-Unis, le noir, c'est toujours celui qui faisait rire, puis tu avais le blanc sérieux à côté. C'était des codes. C'était des codes c'est devenu des codes cinématographiques. Le noir, il doit arriver, il fait hey, mec, alors ça biche comme ça, machin. Puis t'as le blanc côté, ouais, inspecteur McKinley. Voilà, et il faut arriver à sortir de ces codes. Ils ont démarré en faisant du stand-up, puis de la télé et du cinéma. Leur premier film, Casse Départ, a failli réunir 2 millions de personnes. En 2011, Fabrice Eboué et Thomas Njijol, 2 anciens du Jamel Comedy Club, deviennent réalisateurs de cinéma. Il y a des grands duos comiques dans le cinéma français dans lesquels je dirais pas qu'on s'inscrit, mais qui nous ont inspirés, tu vois. Leur premier film parle du racisme au temps de l'esclavage, le suivant traite de la corruption en Afrique,
Des sujets sérieux mais qui engendrent des films étiquetés comédie. Ces deux gars-là, Gijol et Boué, avaient des choses à dire. C'est des choses qui sont viscérales. Donc ça passe par quoi? Par l'humour. Et c'est très très bien qu'il l'ait fait comme ça. Est-ce qu'on vous met une pression communautaire quand vous faites un film? C'est pas une pression communautaire, c'est que tu rentres chez toi, ton père il est noir. Hein. On a une responsabilité, ça c'est clair et net. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'attacher à ne pas décevoir les siens. Et c'est-à-dire quand on dit les siens, ça commence, comme l'a dit Fabrice, par la famille. Parce que tu vas pas être le représentant du peuple noir ou de ceci, cela. Ça n'existe pas. Alors, peut-on soutenir la cause noire tout en rigolant? La question se pose même à l'heure des succès les plus retentissants. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague? Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. C'est une bonne blague. Mais oui. Pas de bras, Philippe. Il y a une émission de radio sur France Inter le matin, de cinéma le samedi matin, et pour tous les autres acteurs, ils ont mis des dialogues, des répliques de films, et pour Omar, ils ont mis son rire. Vous voyez? Alors après, on l'interprète comme on veut. C'est un film à la fois qui montre évidemment le talent évident des comédiens, c'est un film très bien fait, très bien filmé aussi. En même temps, je trouve que c'est un film qui valide les stéréotypes, voilà. D'ailleurs, le film a une réception assez ambiguë aux États-Unis parce qu'un certain nombre de militants noirs ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce film où, encore une fois, on voit un homme noir chantant et dansant devant un maître blanc ?» Justement, on expliquait qu'au contraire, toute la lumière était sur Omar, dans la façon dont il était aimé par le personnage de Philippe et par le public. Donc on était en train justement de faire émerger un nouveau regard. Il y avait un potentiel, quelque chose de solaire chez Omar, qui s'exprime dans tout, dans la façon dont il marche, dans la façon dont il parle, dans la façon dont il rit, dans la façon dont il danse. Donc on n'allait pas non plus se priver de ça. On a vraiment créé le film autour de lui. Au niveau de l'industrie, on s'est dit, tiens, un noir peut faire 20 millions d'entrées. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, un film peut faire 20 millions d'entrées avec un héros noir. Donc du coup, ça ouvre. C'est qui? C'est le voiturier? Autre blockbuster, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est pas le voiturier, c'est lui, c'est Charles. Hein? Ouais. Dis-moi, toi, tu leur as bien précisé que j'étais noir? Ils font drôle de tête, là. Non, j'ai zappé. Mais ça zappe pas, ça. Regarde, ton père va faire un AVC. On m'a parlé du film, ça commençait comme une blague belge. Alors, c'est un père de famille qui a une fille qui épouse un noir, un chinois, un arabe, un juif. Tu dis, bon, ça sent la grosse blague. C'est un film qui a marqué les esprits. Et je ne dirais pas que c'est un film raciste, mais je dis que c'est un film qui me gêne parce qu'il renvoie dos à dos tout le monde. On a l'impression que bon, tout le monde est un peu raciste, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs, et donc finalement, un partout, la balle au milieu. Ça fait beaucoup trop rire, je trouve, par rapport à là où on devrait en être, mais en même temps on est là où on doit être, tout est en ordre. Pour moi, c'est très juste, en fait, ce que je dis. Parce que les vannes entre communautés en banlieue, c'est tous les jours. Moi, j'ai pas été surpris, ça c'est notre quotidien. Tous les jours, on entend des vannes. Tu vannes le chinois, tu vannes le juif, tu vannes l'arabe, tu vannes le musulman, tu vannes le noir. C'est normal, c'est le sport quotidien. Et là, on en parle calmement. Bonjour papa, bonjour maman. Je vous présente Charles. T'aurais pu me prévenir que tes parents étaient blancs. Hein? C'était de l'humour. Je passe des castings des fois. C'est ainsi qu'avec des mots d'esprit, on dynamite les stéréotypes et les rôles préconçus. La dernière fois, j'ai passé un casting, il y avait 3 personnages principaux. Marie, Pierre, l'Africain. L'Africain, c'est moi? Oui, mais c'est toi. Mais j'ai pas de nom? Non, non. Bah, on m'appelle pas dans le film, je suis vigile, c'est ça? Ah, ils sont sans pitié, les mecs. On doit exceller pour exister, malheureusement. Donc on doit écrire des plus belles histoires, on doit être plus drôle que drôle, on doit être plus émouvant qu'émouvant. On en est là. Finalement, l'humour des origines pourrait bien être aux origines d'un rire universel. Moi, par exemple, je parle du fait que je sois homosexuel, noir, alox, humoriste, ce qui est une communauté à part entière aussi. Et je fais partie de plein de communautés, mais je les traverse en fait. Et c'est un peu ça, je pense, le but aussi de l'humour, c'est de parler de ses origines pour après les traverser et aller un peu plus loin. Donc je répète pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, je suis une fille noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Dans cette société, il me rend que le fauteuil roulant et je suis au top, hein. Bonsoir la cigale, il y a du monde? Ah, merci. Je demande pas
parce que je suis aveugle aussi. L'humour, c'est quoi d'abord? C'est d'abord de se moquer de soi-même, ok, mais c'est aussi, on ne fait pas rire avec du bonheur. Donc plus on a souffert, plus on a envie de défendre un peu ses intérêts humoristiques. Faire rire pour être pris au sérieux, mais ne pas être trop sérieux pour continuer à faire rire, nos clowns contemporains sont aussi des équilibristes. C'est comme, je te dis, des blagues de cul, on va prendre la facilité parce que là on n'a rien à mettre, et sauf que une facilité sur une blague de cul et une facilité sur une blague sur les noirs, eh ben, ça n'a pas le même impact aujourd'hui. Ça n'a pas le même impact, quoi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. On peut pas dire que les noirs, ils disent « Mougoudo gada gadougoudou ». Non, enfin, c'est chaud. Soi-disant, j'accumule des problèmes, mais je vais bien, tout va bien dans ma vie, je suis heureuse, que je vais bien à l'intérieur de moi. Vraiment, aujourd'hui encore, j'hallucine des fois de voir à quel point ça va marcher. Je tairai le nom de la comédie musicale que je viens de voir, mais à un moment donné, le public se retourne de rire parce que le mec, il n'a pas d'accent et que d'un coup, il fait « Je m'appelle vraiment… » Et il fait toute une phrase comme ça avec tous les prénoms et tout le monde fait « Ouais ». Et là, tu dis « Mais… » On est en 2015, c'est pas censé être marrant un prénom africain. C'est pas censé être marrant un accent. Excuse-moi, nous, voilà. Est-ce que tu peux me refaire cette scène, mais comment dire, de manière beaucoup plus naturelle pour toi? Nous, je sens la chaleur, pense cricket, pense famine. Allez, prends l'accent. Sauf qu'en fait, moi, je sais pas faire l'accent africain. Moi, je suis né Paris 15e, en fait, tu vois, donc l'accent, je sais pas trop le faire. Et le seul truc que je sais faire qui ressemble le plus à l'accent, c'est quand j'étais petit et je voyais mes oncles se faire arrêter par la police. Tu sais, la police venait et disait « Hé, papier c'est-à-dire que… » Quand j'ai commencé à écrire mes sketchs, c'est tout simplement parce que je me retrouvais pas dans l'humour, ici. Je disais, mais moi, l'Afrique que je connais, elle n'est pas comme ça. C'est pas la maman avec un grand boubou qui a 6 enfants, qui marche doucement, qui sait ni lire, qui sait ni écrire. Moi, je suis une femme de prière. J'ai sacrifié toute ma vie à la prière pour le bonheur de mes 4 filles. Je les ai élevées avec une seule parabole. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui tends l'autre joue. Le temps de ramasser une pierre, tu le frappes avec ça, il ne va plus te déranger. Voilà ce qui s'appelle faire la guerre aux a priori. Par exemple, j'ai une anecdote. Il y a une fois, je me suis retrouvé devant un distributeur. Et donc, il y avait une dame un peu âgée devant moi qui retirait de l'argent et elle fait tomber un papier. Et donc, moi, tout naturellement, je ramasse le papier, je dis, je lui tape sur l'épaule, excusez-moi, madame. Et là, elle me fait, non, 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 non. Je dis, mais non, madame, vous avez dit, non. Tu vois, c'est-à-dire que tout de suite, elle est partie sur un a priori, je suis noir, je vais l'agresser. Et je trouve que ça se tend à se développer aujourd'hui, ce truc-là, en France. Pour que le monde change, mieux vaut en rire. C'est plus facile de passer par exemple parce que si tu passes par la politique, on va dire, est-ce que c'est pas un quota, est-ce que c'est pas pour attirer tel genre de communauté? Le sport, il n'y a pas vraiment de message dans le sport. Tu vas pas gagner des médailles, mais ça choque personne que la moitié de l'équipe de France soit noire. Quand tu vois ma salle de spectacle, le public qu'il y a, il y avait un couple qui était là, ça faisait 35 ans qu'ils étaient ensemble, Elisabeth, tu vois. Et à côté, il y avait Niamé. Tu vois, le fait, peut-être que ces personnages ne se seront jamais rencontrés et pourtant elles ont ri au même spectacle. L'humour, c'est universel, ça touche tout le monde. Comme vous avez vu dans la salle, il y a des blancs, des noirs, des arabes, des chinois. Or, si nos humoristes touchent tout le monde, c'est parce qu'ils savent jouer et se jouer de tout le monde. Rien de tel pour s'affranchir des cases et des couleurs, comme l'avait si bien fait jadis le clown Chocolat. C'était ça l'intention de Chocolat. Il disait souvent qu'il avait porté 1500 costumes différents. Il avait joué des rôles extraordinairement divers. Malheureusement, la mémoire n'a retenu que les rôles caricaturaux, mais il n'a pas fait que ça. Je ne pense pas trahir de secret en disant que ce film a pu se faire parce que Omar Sy a accepté de jouer le rôle. C'est un enjeu majeur. Et si lui a accepté de jouer le rôle, c'est parce qu'il a perçu que, en partant de ce personnage que certains pouvaient associer à lui, justement, par l'origine, la couleur de peau, etc., il pouvait en faire un personnage universel. Ce qu'on raconte, je peux l'interpréter parce que ce qui se passe intérieurement pour lui, je vis pas la même chose, mais il y a un truc où je peux comprendre ce qui se passe à ce moment-là dans son esprit. Il faut bien voir que la perception de la couleur de peau ou de la race, comme certains disent, c'est pas quelque chose forcément qui est constamment présent à l'esprit. D'ailleurs, on observe ce processus. Plus une personne entre dans votre cercle familier, et moins vous percevez cette différence tout à fait anecdotique d'avoir la peau plus ou moins claire, etc. C'est donc bien du fantasme aussi, cette perception. À propos de fantasme, Chocolat avait adopté le fils de sa compagne, tout à fait blanc,
Mais malgré son teint pâle, les gens le voyaient noir. Tout le monde croyait que c'était le fils biologique de Chocolat. C'était pas vrai. J'ai retrouvé des articles où les journalistes viennent dire « Ah ben il peut pas nier que c'est un vrai nègre, hein, avec ses cheveux crépus, son teint basané, etc. » C'est très éclairant parce qu'on voit la construction que représente aussi la couleur de peau. Une construction que nos artistes dynamitent bien volontiers. À chaque fois que je fais l'émission, à chaque fois on me demande mon avis. Tu sais, en tant que femme dans un monde macho, en tant que noire dans un monde raciste, en tant que lesbienne dans un monde homophobe. Et moi je réponds, mais je suis comme vous les gars, un être humain dans un monde de merde. Parce que j'ai l'impression d'être une humoriste noire. Je me considère comme un humoriste, et oui, en plus, je suis noir. C'est toi qui dis que je suis une humoriste noire. Je te demande. Bah ouais, toi t'as dit, moi je sais même pas de quoi tu me parles. Je suis humoriste pour tout le monde. Si je commence à dire je suis humoriste noir, c'est que moi-même déjà j'ai un problème. Je vais vous dire, c'est peut-être bizarre, mais mon rire est gaulois. Moi, je suis né à Paris, mon père est né à Paris, je suis un vrai titi parisien, je suis né dans le 17e, j'ai un humour gaulois. Il n'y a pas plus blanc que moi. Je vivais, je dormais, j'ai vécu avec des blancs à la maison, je ne voyais pas de noir à part moi quand je me regardais dans un miroir. Je suis noir, vous êtes sûr? Si on me dit pas que je suis noir, je me rends pas compte tout de suite. Enfin, je me lève pas le matin et me dis « Ah, je suis noir, faut faire des trucs de noir ». En fait, je vis et c'est souvent les autres qui te ramènent au fait que « Ah, mais t'es noir, n'oublie pas ». Ah oui, c'est vrai. En 2050, on sera tellement nombreux sur Terre qu'il faudra 2 planètes pour nourrir tout le monde. Vu que c'est impossible, il faut qu'on réfléchisse maintenant à qui on va sacrifier pour que les autres survivent. Bon, déjà, ça pas les Africains. Ça fait assez longtemps qu'on mange pas pour économiser les réserves. Ma fille Nachou, le roi lion, c'est toi. Le roi Simba, c'est toi. Tu gonfles ton nez, tu dis Hakuna Matata. Ils vont te prendre. Est-ce qu'il y a des lions en Europe? Vas-y, le Seigneur est avec toi. On prie, ma fille, on prie, tu vas gagner. Oh, il m'énerve ce président. C'est pas normal. Hein? Il fait n'importe quoi en scooter. Il va chercher sa femme en scooter. Comment tu es président, tu vas chercher ta femme en scooter? C'est abusé ça. Elle aussi, elle monte. Les femmes blanches françaises, elles sont bizarres quelquefois. Monter sur un scooter, c'est romantique pour elle. Elle est derrière. Est-ce que François Hollande peut s'amuser à aller chercher une femme arabe en scooter?